Certains l'accusent de parler haut et fort, voire trop haut et trop fort. Mais cet homme-là n'a pas sa langue dans sa poche. Il sait marier le verbe, le faire et le béton. Commentateur avisé, entrepreneur, ingénieur, Ari Ancelade est ce soir l'invité de Réponse. Bienvenue sur le plateau de Réponse qui reçoit ce soir Ari Ancelade, ingénieur BTP, un homme connu pour son verbe haut. Ari Ancelade, bonsoir. Bonsoir, M. Gala. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, vous m'avez dit que vous vouliez prendre votre retraite, vous retirer, ne plus parler de la Guadeloupe du tout, plus rien ne vous intéresse? Je dirais que je ne voyais pas de raison de parler, parce que j'avais l'impression que ça ne porterait pas de fruits. Donc, ce n'est pas la peine de parler pour rien. Et pourquoi vous n'avez pas continué de vous taire? Ah non, je me tais. On me voit peu. Mais par contre, j'ai répondu à l'invitation de mon ami Jacques Adval. Mais... Oui, alors il s'est passé énormément de choses quand même en Guadeloupe. L'élection d'Ari Chalus, un nouveau président à la région. Ça, c'est quand même un événement qui va peser dans les 6 ans à venir. Je ne dirais pas que j'étais mécontent qu'Ari Chalus ait été élu, non, c'est très bien. Non, mais vous étiez content, fondamentalement. Ah non, j'étais content. Chalus, j'étais content. Vous commencez par dire, je ne dirais pas que je n'étais pas... Oui, mais parce que je suis content. Vous ne pouvez pas répondre directement à une question et dire, mais je suis content que Ari Chalus ait été élu? Oui, non, je ne peux pas répondre comme ça. Parce que si je dis, je suis content qu'Ari Chalus ait été élu, et on parle de politique, ça veut dire, je crois que c'est un élément fondamental pour le devenir de la Guadeloupe. Je suis content qu'Ari Chalus ait été élu pour des raisons diverses. Mais par contre, quand le président de région guadeloupéenne, dans le statut actuel, soit là, pour moi, ne change rien fondamentalement dans le devenir de ce pays. Moi, je pars d'un principe. Quand on n'a pas les outils pour faire les choses, ça ne sert à rien. S'il s'agit de faire de la gestion au quotidien, mais à un moment, il faut arrêter. Il faut avoir un vrai programme de développement. Il y a un budget considérable de la région. Il y a quand même la formation professionnelle. Il y a un certain nombre de domaines de compétences. On ne peut pas dire ça quand même. Ça fait un moment qu'il y a des budgets. Ah, ça fait un moment qu'il y a des budgets. Ça fait un moment qu'il y a des budgets. Mais vous reprochez quoi, au fait, aux élus? Vous avez l'air de penser que les élus ne servent à rien. Je prends un exemple. Aujourd'hui, c'est très simple. C'est un luxe de prendre un transport en commun. Parce que finalement, il est plus facile d'avoir sa voiture. On n'a pas géré. Regardez le temps qu'on a mis pour gérer le transport. J'ai été dans le BTP, j'étais président du BTP. On a tout un schéma avec financement LBU, etc., pour faire des logements. Avec région et département, j'ai participé. C'est ligne budgétaire unique. Oui. Voilà. Mais j'ai assisté à l'immobilisation parce que finalement, ça ne créait jamais de synergie et les programmes ne sortaient pas. On disait qu'il fallait faire 2500, 3000 logements sociaux. Chaque fin d'année, on en avait fait 1200. Parce que les élus sont incompétents. Que ça n'entend jamais. Ils ne comprennent rien. Mais vous vous rendez compte de la considération que vous avez pour des gens qui sont démocratiquement élus? Oui, mais démocratiquement élus, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Si vous n'avez pas la capacité de prendre des décisions importantes, je vais prendre un exemple. Tiens, en disant ça. On a bien vu qu'on a voulu faire une marina à Vieux-Habitants. Imaginez que j'ai participé à une réunion où j'ai entendu clairement nous dire, messieurs, la France a déjà trop bétonné son littoral, a fait des lois pour limiter le bétonnage sur son littoral. Vous êtes sous ces lois-là. Donc, vous subissez le frein de la loi. Il faudrait avoir un autre statut pour pouvoir faire bétonner notre littoral, si on veut le bétonner. Mais Julien, on est tout le temps bloqué dans ce processus. Non, mais le bétonner ou ne pas le bétonner, mais je veux dire, on fera un choix local. Sinon, c'est un très bon exemple, parce que ça veut dire qu'on ne peut même pas décider ça. C'est un non point très, parce que la loi, elle est ainsi. Alors, Ari Ancelade, voici venu le moment de passer en revue avec vous la semaine des chutes d'enfants d'un immeuble construit par un bailleur social, des bâtiments qui menacent ruine et constituent des dangers pour les habitants. Je serais intéressé par votre point de vue après ce reportage que nous allons regarder ensemble, tourné par la rédaction d'ATV Guadeloupe. Le premier balcon qui est tombé, c'est à moi. Après cet effondrement, le bailleur immobilier a donc décidé de supprimer les 72 balcons et d'entreprendre des travaux. Mais les immeubles de cet ensemble vieux d'une trentaine d'années s'effritent et vendredi dernier, c'est au rez-de-chaussée que l'incident s'est produit. Il y a 4 jours, c'est carrément un balcon un peu plus mûr qui est tombé.
eh bien, nous considérons que l'ensemble de la population est en danger. Vous constatez que l'ensemble de l'immeuble est en train de s'affaisser. Pour l'instant, la SICOA ne nous a rien dit. Nous considérons qu'au niveau de la SICOA, nous avons quand même 3 confédérations. La première des choses à faire, c'était de les rappeler tout de suite, d'accord, en urgence, pour pouvoir discuter de cet état de fait. Parce que la loi impose aux bailleurs d'entamer des travaux, ce qu'on appelle des réparations locatives. Et tous les 5 ans, au minimum, ça doit être fait. La loi n'étant pas respectée, eh bien, c'est l'ensemble des bâtiments qui risquent de se retrouver demain ou après dans cette même situation. À l'ensemble des bailleurs de la Guadeloupe, d'entreprendre tout ce qui est possible pour faire l'analyse de leur parc immobilier et que les travaux puissent démarrer. Parce que c'est la mise en danger de la vie d'autrui. Le chef des travaux de la SICOA, mandaté par la société, se réserve le droit de répondre ultérieurement. Dans cette résidence, l'aspect extérieur des bâtiments et les fissures qui se dessinent au fur et à mesure inquiètent les locataires. Ils n'osent plus sortir sur leur balcon. Voisinement, moi, soit en taille sortie, tombe à 6 balcons en bas. Bon, ça, c'est pas premier. Et c'est y a qui balcon ou alors en disant qu'à la zone des fissures, zone des biens comme ça? Ni ça, ni des fissures, ni de l'eau voisine qui a sorti en haut, qui a descendu en chambre à ces petits mounades. Ni on a le problème à dire dans la case là. Il était que négo des gars. Parce que pourquoi on a dit que négo des gars? On est petite fille à moi qui fait moi. Tous les mères au quoi dit. Et là, regardez, on a toujours ouvert le portage éviter là, parce que café chaud, on ouvert, on a nettoyé. Mais heureusement que jour là, ça n'est pas là. Les représentants de la Confédération des familles de la Guadeloupe ont bien l'intention d'en référer au préfet et au directeur de la DEAL, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Reportage de Nathalie Dinan et de Moïse Dexter. Alors, Ariane Sed, quand on voit ce type de reportage, qui est incompétent? Les ingénieurs, comme vous? Non, il faut bien comprendre une chose. Quand on regarde les bâtiments, là, les bâtiments sont victimes de foisonnement d'acier. Donc, le problème, c'est qu'à une époque, on construisait avec des outils qui n'étaient pas les mêmes. Et souvent, avec les moyens et les artisans qui travaillaient sur ce genre d'opération, on se retrouvait à poser des aciers, à couler du béton, et l'acier était presque appuyé sous le coffrage. Parce que maintenant, il y a les papillons. Et on dit on veut du 3 d'enrobage ou on veut du 4. Oui, ça, c'est très technique. Mais quelqu'un avec un bout de caillou qui risque de lui tomber sur la tête, non, mais pas contre ce qu'il y a. Vous n'avez pas lui expliqué qu'avant, on faisait ci et maintenant, on fait ça. Non, mais attendez, alors, est-ce que les ingénieurs sont compétents ou pas dans un cas comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce n'est pas un problème de compétence d'ingénieur. C'est que, par contre, quand on a construit comme ça, il faut savoir, après, entretenir ces bâtiments. Parce que vous voyez, les foisonnements d'acier, chez moi, ça m'arrive. Je suis près de la mer. Mais quand j'ai des foisonnements d'acier, je pète le béton, je traite l'acier, je le refais. Et je recouvre. Parce qu'il faut traiter, il faut entretenir. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une programmation de maintenance du patrimoine immobilier. Ces bailleurs sociaux, bon, le SICOA, vous connaissez son histoire, eh bien, il y a un paquet de bâtiments qui sont restés sans mètres et pendant longtemps. Et voilà, bon, mais quand des bâtiments n'ont pas été entretenus régulièrement, il y a ça. Mais je vous dis, la Guadeloupe a été victime d'un phénomène, et regardez bien, il y a beaucoup de bâtiments comme ça, où vous avez du foisonnement d'acier. Et quand vous avez du foisonnement d'acier, l'acier pète le béton, on n'est pas loin. Donc c'est la rénovation urbaine dans son ensemble qui est en cause. Mais bien sûr. Il faut tout casser. Plus, on a un avantage. Il faut tout casser. Quand on est à ce stade-là, je pense que oui. Avec des foisonnements comme ça, il vaut mieux casser. Parce que ça ne tiendra jamais. Il faut casser dans ces cas-là. Parce que on ne peut pas reprendre ça. Mais il y a un danger il y a un danger réel. Non, il y a un danger réel. Vous retrouvez. Le bâtiment peut s'effondrer? Non, le bâtiment ne va pas s'effondrer, mais vous avez des masses de béton comme ça qui peuvent tomber. Vous savez, le béton, c'est une bonne densité. Vous recevez ça sur la tête. Oui. C'est dangereux. À partir du moment où le béton commence à se décrocher, c'est dangereux. Ces bâtiments-là devraient être revus entièrement, ou alors on doit les vider. Mais il y a des gens dedans. Mais oui, c'est ça la réalité. Ça ne vous attriste pas? Ça, c'est pas. Non, ça, je dirais que pour un homme du BTP, ça devrait être attristant. Mais ça, je dirais que. Nous revenons sur certains problèmes. C'est l'habitude de la responsabilité et du dialogue responsable de chacun. L'acteur est important, la victime aussi doit prendre ses responsabilités. Une victime ne doit pas attendre d'être victime. L'organisation de la société guadeloupéenne exigeait que les Guadeloupéens aient l'habitude de prendre leurs décisions, que les Guadeloupéens n'attendent pas à chaque fois qu'on dise à leur place. Il faut pas c'est pas seulement quand on est victime qu'il faut se plaindre. Prévoir, c'est le rôle d'un peuple, de préparer son devenir, préparer ce danger. Eh bien, la programmation de la reconstruction en Guadeloupe devrait être un débat guadeloupéen. C'est une décision qui se prend au gré du vent, l'ANR, ceci, ça. Parce qu'on parle finance, mais même s'il y a finance, mais il y a programmation. Je veux prendre un exemple particulier. On a un hôpital.
On va en parler peut-être un jour, mais enfin, ça, regardez depuis le temps que ça a duré. D'accord. Alors, le CHU, 90 millions de déficit, justement, on en parlait. Un autre établissement dans les cartons, ça va venir. On va suivre Mme Marisol Touraine dans sa visite, c'est la ministre de la Santé. Elle était ici pour le ZICAM, elle est allée aussi à l'hôpital, annoncer qu'elle apportait un concours d'à peu près 60 millions. On suit le reportage et on revient sur ce débat qui concerne entre la santé et les structures de santé. Face à la menace du Zika, à la protection maternelle et infantile, du CHU, une attention particulière est portée aux femmes enceintes. Actuellement, on fait avec les moyens, on travaille plus. On fait avec les moyens qu'on a, on jongle et on multiplie le nombre de vacations des personnels. On fait avec les moyens, mais il est question justement, avec la visite du ministre, de mettre les choses à plat et de travailler, de se donner les moyens d'être prêts. Le suivi médical et la prise en charge ont été également renforcés compte tenu du risque potentiel que fait courir le virus sur le bon développement du fœtus. En plus des 3 échographies qu'on leur fait, 12 semaines, 22 semaines et 32 semaines, on introduit 2 autres échographies à 28 semaines et à 36 semaines. Ce qui veut dire, s'il apparaît d'autres signes cliniques en fin de grossesse, on peut toujours les voir à ce moment-là, soit à l'échographie de 36 semaines, soit à l'échographie de 32 semaines. Il n'est jamais trop tard pour dépister un problème. Bien sûr, même si aujourd'hui la Guadeloupe reste en phase pré-épidémique, les moyens humains et matériels manquent. Après une présentation succincte des besoins de la PMI, la réponse de la ministre ne s'est pas fait attendre. L'arrivée prochaine de 2 échographes, mais surtout le déblocage d'une aide supplémentaire de 20 millions d'euros pour le CHU. Ma volonté, c'est que l'offre de soins en Guadeloupe soit de meilleure qualité et soit au rendez-vous des attentes des Guadeloupéens. Je n'ai cessé de m'engager aux côtés des professionnels de santé dans ce département depuis que je suis aux responsabilités. Je veux rappeler que depuis 2012, ce sont 180 millions d'euros déjà qui ont été apportés au CHU. Et je ne parle pas des autres structures, je pense par exemple au centre hospitalier de Basse-Terre qui a lui aussi reçu des financements exceptionnels. En attendant en Guadeloupe, 2 femmes enceintes atteintes par le virus font l'objet d'une étroite surveillance. Reportage de Linda Kaersi. Alors, à Guinslade, quand on voit ce type de reportage qui pose un problème de santé publique dans un contexte d'un centre hospitalier qui est lui-même un problème. Ah oui, ça c'est clair que c'est un problème. Je sais que, je me rappelle qu'il y a un syndicat de la place qui m'avait appelé il y a déjà au moins une quinzaine d'années pour me demander un rendez-vous. Et c'était pour savoir ce qu'on pensait de cet hôpital, pour savoir si on peut considérer que la Guadeloupe a un hôpital. Et c'est venu en tant qu'ingénieur, qu'est-ce qu'on pensait. Parce qu'un hôpital, dans un pays sismique, cyclonique, ça veut dire qu'en cas de tremblement de terre, c'est là où, théoriquement, c'est un endroit qui doit fonctionner pour recevoir tous les blessés. Or, c'est vrai qu'on a un hôpital. Je suis un peu surpris qu'on ait fait cet hôpital à une époque où... J'ai toujours dit ça. Je suis surpris qu'on ait fait cet hôpital-là. J'ai oublié, je suis rentré une fois à Trinidad, je me suis dit, voilà, des gens qui ont fait un hôpital pour eux. Parce que franchement, notre hôpital pour moi, n'avait pas de sens dans notre situation. Un hôpital comme ça n'avait pas de sens. Quoi, il était trop grand, trop petit? Vous allez faire un hôpital, grande hauteur, tout, à l'époque, sur un terrain comme ça. Déjà, rien que... Alors, mais même au niveau... Je parlais même pas en tant qu'ingénieur. Moi, quelqu'un qui est malade là, je ne vais pas le voir parce que je risque d'être malade avant d'arriver. Enfin, c'est pas desservi comme il faut. Vous allez voir un malade, vous arrivez, vous ne devez pas être déjà plus fatigué que le malade. Alors, il faut grimper. Il faut grimper là. Enfin, moi, je ne comprends pas qu'à une époque, quand on a fait cet hôpital, il ne manquait pas de foncier en Guadeloupe. La pauvre, on a trouvé pour maintenant implanter un nouvel hôpital. Allez l'implanter là, c'est... Et toujours encore une chose, on va me donner des raisons politiques. On ne fait pas un hôpital sur des raisons politiques. Quand on fait un hôpital, on fait des choix, etc., c'est pour des raisons d'efficacité. Et c'est là le drame. C'est qu'on a tourné dans ce pays-là pendant longtemps sur de la façade et des choses. L'efficacité ou le résultat, ça n'a jamais été l'élément premier d'une décision. C'est sûr que je critique aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai souvent constaté ça. Sans compter que souvent nos choix sont faits pour des raisons qui sont plus copains, lobbying, tout ce qu'on veut, que l'efficacité. Vous faites un hôpital, pour moi, il y a une seule chose qui compte.
Et c'est pour ça que j'ai participé au concours du nouvel hôpital. On en parlera tout à l'heure dans le débat qu'on a prévu à ce sujet. Oui. Alors donc, mais sur ces questions de santé publique, vous ne trouvez pas que la Guadeloupe est parfois toujours surprise alors qu'on parle des millions disponibles? Elle n'aurait pas dû se retrouver dans cette situation. Il suffit simplement que les gens vident les gîtes larvaires, en fait, etc. Est-ce que nous-mêmes, nous faisons ce qu'il faut? Mais non, mais c'est pour ça que je parlais de victimes tout à l'heure. Je disais les victimes ont leurs responsabilités. Quand vous avez habitué, et c'est là où ça prend du temps, et c'est pour ça que je dis on a perdu trop de temps. Quand vous n'habituez pas un peuple à se prendre en responsabilité un minimum, et qu'il faut décider tout le temps à sa place, etc. Et le pire, c'est que mais quand il décide, s'il sait que même quand il décide, ça n'a pas d'importance et qu'on ne s'occupera pas de ce qu'il a décidé, eh bien, conclusion, on aboutit à ça. On ne réagit même pas, on n'est même pas prévisionnel pour notre propre santé. On attend que ça arrive et à ce moment-là, on se plaint. On est toujours en train de se plaindre de ce qui est arrivé à cause d'un autre. C'est jamais à cause de nous. Alors, effectivement, aujourd'hui, je peux dire ça en reprochant ça aux Guadeloupéens, mais je reconnais en tant que Guadeloupéen qu'on a été mis dans cette situation souvent. Donc, on a pris ces habitudes-là. Donc l'habitude d'attendre que tout vienne de l'autre, effectivement nettoyer devant chez soi, on peut le faire soi-même. Mais bien sûr. Bien évidemment. Alors le lycée Raoul-Georges Nicolo, c'est un lycée qui a ouvert ses portes récemment pour démontrer ce dont étaient capables les jeunes cerveaux qui l'habitent. L'ingénieur que vous êtes ne devrait pas être indifférent à ce reportage. Plusieurs centaines de collégiens se sont rendus au lycée Raoul-Georges Nicolo pour la journée porte ouverte sur le thème cette année de sciences et technologies, un nouveau regard vers l'avenir. Ces lycéens ont opté pour une filière scientifique. Ils nous présentent leur projet étonnant et innovant. Je vais vous présenter mon projet robot étalagiste. Ça signifie, entre parenthèses, robot aide à la personne. Avec ce robot, on va soulager leur douleur et leurs efforts physiques. Je veux vous montrer la rotation du poignet en allant vers la droite et en allant vers la gauche. Et vous voyez que j'utilise mon bras droit pour faire cette rotation avec ce capteur. Ces deux élèves sont en STI 2D, Sciences, Technologies, Industrie et Développement Durable, une filière en plein essor. J'ai choisi cette filière parce que le développement durable, c'est quelque chose de maintenant, ça nous concerne. J'avais pas forcément envie de faire une filière générale comme S, donc je me suis dirigé vers une filière technologique et je me dis que c'est une filière qui a de l'avenir. On cherche des solutions pour consommer la moins d'énergie possible. On a eu un mini-projet récemment qui était d'optimiser cette salle. Donc nous avons constaté que les luminaires présents consommaient beaucoup d'énergie. On va installer des panels pour voir comment ça fonctionne, pour pouvoir savoir si on le met dans tout le lycée. Dans la section ingénierie, les élèves apprennent à utiliser les nouvelles technologies comme la domotique, la biométrie, mais pas seulement. Alors, ceci, c'est une voiture hybride qui fonctionne avec l'électricité et l'hydrogène. La voiture se recharge avec l'électricité et il y a une pile pour l'hydrogène qui est rechargeable. Le lycée polyvalent Raoul-Georges Nicolo a mis en place un dispositif qui permet aux élèves qui le souhaitent de se projeter vers de longues études. Nous sommes toujours dans cette dynamique-là, de pouvoir offrir à nos élèves la possibilité donc, de réussir d'une part, mais aussi de pouvoir imaginer qu'ils puissent aller au-delà de ce qu'on va dire qu'au départ, ils pourraient penser arriver. Donc, et on a un dispositif essentiel qui est donc la cordée de la réussite. Cordée de la réussite qui permet justement à tout élève de se dire que lui aussi, il peut atteindre l'excellence. Au lycée Raoul-Georges Nicolo, des filières scientifiques et technologiques sont axées sur la modernité pour garantir aux élèves des débouchés dans ces domaines. Ariane Slade, ça a dû vous plaire ce sujet? Je dirais que c'est... Et ça contredit en même temps vos propos pessimistes? Ah non, pas du tout. Ce que je vais vous dire, c'est que, c'est vrai que ça m'interpelle beaucoup parce que je me renvoie en arrière. Quand j'ai fait mes études, je suis rentré en maths sup en 72, les Guadeloupéens qui arrivaient en France étaient mathématiciens. Nous n'étions pas ingénieurs, on n'était pas préparés à ça.
On était mathématiciens. Pourquoi? L'encadrement dans lequel on vivait était purement théorique, abstrait. On n'avait pas d'outils. Donc, et je l'ai vécu, et je l'ai subi, ça. Quand je suis entré en mathématiques, j'étais 15 tout de suite, bon, ça va. Parmi les 3 meilleurs, c'était très bien. La physique, au sens physique, restant théorique, ça va. Bon. Mais quand on rentrait en matière technologique, dessin industriel, etc., c'était pas du tout notre truc. Et j'ai constaté à l'époque, parce qu'au début, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Comment ça se fait que je sens que je suis en difficulté par rapport aux autres? Et en définitive, j'ai commencé à chercher. Et j'ai même lu des bouquins qui disaient, à ce niveau-là, ça dépend de votre environnement d'origine. Il y avait déjà des études là-dessus qui disaient, ça dépend de votre environnement d'origine. Et effectivement, nous, l'industrie, ça n'existait pas en Guadeloupe. Donc, on n'était pas préparés du tout à ça. Et je me souviens, quand on passait les concours d'ingénieur, on était 5 Guadeloupéens. Je me souviens, après les épreuves de maths, le midi, on déjeune, mais tout le monde disait, waouh, là, c'est physique, c'est putain. Parce que tout le monde préférait. Et d'ailleurs, de ma génération, je suis un des seuls de cette promotion-là, par exemple, à rester dans l'ingénierie. Il y en a qui ont été profs d'université après, etc. On est resté matheux. Quand je regarde ça, je me dis, la Guadeloupe a fait un effort extraordinaire, parce que maintenant, notre nouvelle génération est très technique, très touche du doigt la technique. Donc, finalement, j'arriverai à la conclusion, la science réussit à gagner son pari. La science avance toujours, et la science fait avancer toujours. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas jouer la science. Vous saluez, parce que, comme vous dites, les Guadeloupéens ne prennent pas leurs responsabilités, mais ces jeunes démontrent dans un lycée, ça se passe dans un lycée, qu'on peut créer, qu'on peut se projeter dans l'avenir. Donc, il y a de l'espoir. Mais il y a toujours de l'espoir. Vous savez, si l'humanité existe toujours, et aujourd'hui on est à 7,5 milliards dans la population, c'est que la nature avance toujours. Je dis toujours, le contrat de l'homme avec la nature, c'est prenez le peu que vous avez à prendre pendant votre durée de vie, mais la nature avancera toujours. Vous apporterez toujours une pierre. Les choses avancent et avanceront toujours. Ce qui est dramatique aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a pas que la Guadeloupe. Aujourd'hui, la Guadeloupe m'inquiète moins que le reste du monde. Je suis très inquiet de ce qui se passe. Le problème, c'est que l'homme, de plus en plus, rentre dans l'équilibre des choses, influe énormément dessus, et malheureusement, influe trop avant d'y avoir bien réfléchi. On se précipite dans les choses. Et on déstabilise beaucoup les choses. Parce que finalement, la science va très très vite en ce moment. Mais en même temps, la philosophie ne suit pas. La gestion de ça ne suit pas. Vous avez aujourd'hui les portables. Vous avez tout un système numérique. Le secret explose. La vie privée explose. Beaucoup de choses explosent. L'homme est-il prêt? Il n'est pas préparé à tout ça. Ce qui fait que très rapidement, on va arriver à des situations où on ne va pouvoir pas gérer et les gens commencent à devenir violents, ceci, cela. Enfin, il y a plein de choses qui se passent parce qu'on n'a pas géré tout ça. Et encore, ce qui est plus dramatique, c'est qu'on a laissé le monde du pognon prendre les rênes. Et là, c'est une catastrophe parce qu'on ne parle que sur ça. Mais là, il faut un peu le monde de l'argent aussi. Quand on voit ces élèves qui ont des projets, qui ont un truc, il faudrait qu'à un moment, il y ait une adéquation qui se produise entre le lycée, l'école, la formation de base et l'entreprise. Ouais. Est-ce qu'en Guadeloupe, cette adéquation se fait? Vous savez, alors, bon, je vous dis une chose. Je vois ces jeunes, et pendant que je regardais, je pensais à ça. Il y a 30-40 ans, quand vous voyez ces jeunes-là, vous diriez, ce sont des gens qui vont avoir une vie de classe moyenne, et on savait ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, les jeunes que vous venez de voir, qui ont été très bons, je ne veux pas les décourager. Mais dans le monde dans lequel on est... l'idée de l'accorder, c'est-à-dire de tirer vers le haut tout le monde. Mais c'est ça qu'il fallait faire tout le temps. Mais c'est là où moi j'ai un problème. C'est là où j'ai un problème. On est entré dans un processus où la règle est devenue, c'est sauf qui peut, mais le pire du sauf qui peut, moi ce que je trouve dramatique. Bon, M. Ganval, je vais vous faire un aveu, sincèrement. Aujourd'hui, je considère que j'ai plus de moyens en termes de... Enfin, j'ai plus de fortune, je dis fortune, parce qu'à partir de 750 000 €, on parle de fortune, que ce que j'aurais pensé. Honnêtement, je n'ai pas couru après ça. Moi, je cours après le développement de la Guadeloupe. Je n'ai pas dit froidement, Ariane, ça, tu dois gagner ça, avoir un patrimoine de ça, etc. Je considère aujourd'hui, je peux pas me plaindre, parce que finalement, je me suis mieux sorti financièrement que je n'aurais. Je l'ai cherché. Bon. Mais par contre, il y a une chose que ça m'apprend, et le fait de le vivre, il y a, à mon avis, un seuil à partir duquel je peux comprendre que tout le monde se bat. Au-delà, je ne comprends pas que des gens soient prêts à se tuer pour continuer encore à l'avoir. Moi, je comprends, à un moment, on a des besoins, surtout dans le monde que je suis. Je comprends qu'on se batte contre des besoins. Arrivé à un stade, je ne comprends pas que quelqu'un soit encore prêt à tuer pour ça. Et c'est ça qui me chiffonne. Quel est le drame du monde économique international? Parce que je dis, mon problème, il est international aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe?
Le monde occidental a fait son développement pendant un siècle en s'appuyant et en étouffant les autres. Colonisation. Tout le monde a été colonisé. Les Chinois, tout le monde. Bon. Le monde occidental s'est enrichi, s'est développé, en ayant quand même fait 2 guerres mondiales qui ont posé pas mal de problèmes. Mais en même temps, c'est enrichi, c'est développé. En réalité, quel est le vrai problème aujourd'hui? Quand je vois le débat en France sur le nombre d'heures de travail, ce n'est pas ça le problème français. Le problème aujourd'hui, c'est que le monde occidental qui a atteint un niveau doit stagner et laisser monter les autres. Mais personne n'accepte ce genre de choses. Alors, il y a 2 aspects. Parce que ça ne veut pas dire que tous les Français ont un niveau de vie normal. Mais c'est parce qu'en France, ce n'est pas bien distribué. Mais je dirais que la France, globalement, a de quoi faire vivre tout son peuple. Et donner un niveau de vie suffisant, correct, satisfaisant à tout son peuple. Vous faites du Georges Marchais, là, donc prendre aux riches pour donner aux pauvres, c'est ça? Ah, ça, c'est la réponse peut-être que Georges Marchais. Vous vous rappelez, Georges Marchais disait... je donne ma réponse à la question. Mais... on va profiter là pour... oui. Ceci étant dit, vous voyez ce qu'on venait de dire? Eh bien, monsieur Jekadal, c'est l'inverse qui se passe. Parce que quand je vais dans une usine, comme Peugeot, c'est à Peugeot que je vois que c'est passé, où on dit à des ouvriers, pendant 2 ans, 3 ans, on n'augmente pas vos salaires parce qu'il faut se développer, et qu'on augmente tout de suite la prime de sortie d'un dirigeant, mais j'ai presque envie de dire, on prend aux pauvres pour donner aux riches. Alors, on va profiter de ce petit passage pour marquer une pause de publicité et se retrouver dans quelques instants pour la suite de réponses avec Ariane Slade, notre invité ce soir. Retour sur le plateau de réponse avec notre invité Ariane Slade, ingénieur BTP. Ariane Slade, une de nos équipes, est partie vous voir travailler. Il paraît que vous travaillez beaucoup. Vous êtes un gros travailleur. Encore. Donc Nathalie Didane et Maurice Dexter vous ont suivi votre quotidien. Et je vous propose de regarder leur reportage et on en parle après. Ouais. 40, ouais, mais oui, donc Simon Blanchet à 2,55. Ariane Slade n'est pas homme à perdre du temps. Au téléphone ou en réunion, cet ingénieur en bâtiment et travaux publics a vite compris que pour atteindre ses objectifs, il fallait être son propre patron. Quand il rentre en Guadeloupe avec son diplôme d'ingénieur en poche, son pays est en pleine construction. Ce n'est pas son premier choix et pourtant il y fera carrière. Patron du BTP, un costume qu'il porte bien et ce, depuis plus de 30 ans. Mais j'aime bien ce genre de choses parce que ça veut dire que je suis dès la conception jusqu'à la réalisation. Donc ça permet d'avoir une bonne continuité, une bonne cohésion de l'ensemble. Ses journées sont bien remplies même s'il délègue beaucoup à ses collaborateurs. Là, il revient avec joie sur un de ces bâtiments qui nécessite une mise aux normes. Il dirige, contrôle, propose, réajuste pour que le résultat colle au projet. On l'a construit en 1994 et donc on fait une extension. Et on rééquipe tout. Comme vous avez vu, on a tout démonté à l'intérieur, mais complètement. Hein. Il reste que les murs et les menuisiers extérieurs et on refait tout l'intérieur. Ariane Slade, entrepreneur hyperactif et né à Pointe-à-Pitre, issu d'un milieu modeste, il a très vite été sensibilisé à la notion de justice sociale. Il a grandi à une époque où l'essentiel était du superflu. Aujourd'hui, bâtisseur passionné au caractère bien trempé, peut-être même un peu têtu, il est à la tête de plusieurs entreprises. Quand je m'investis dans quelque chose, c'est réfléchi. C'est réfléchi, mais c'est vraiment ce que je sens ça dans mes tripes. Et donc là, je vais jusqu'au bout. Et là, c'est là où, quand je fais un choix, je vais jusqu'au bout parce que je ne suis pas quelqu'un de... C'est pas comme ça. Je prends le temps de la réflexion avant de me lancer dans quelque chose. Je prends vraiment le temps de la réflexion. Et je ne suis jamais personne. Étudiant, il affichait déjà ses convictions politiques. Né indépendantiste, comme il aime à le répéter, en 1980, il monte son bureau d'études et s'investit tout en sachant qu'il allait en baver. Et c'est là où j'ai toujours eu peur de la Guadeloupe. Quand j'ai compris que la Guadeloupe, c'est un petit pays, si vous entrez dans une activité qui dépend beaucoup du politique, ça veut dire que vous ne pouvez pas être libre. Toute votre activité économique va dépendre de la décision d'une personne de deux. Parce que c'est compliqué, c'est alors compliqué. Et puis ça demande des choses que je ne pourrais pas accepter, je n'ai jamais accepté. Moi, je respecte la politique comme étant le lieu où on organise la cité.
Mais par contre, pas un lieu de pouvoir où on va mettre les gens à genoux. Il a donc diversifié ses activités, notamment dans la promotion immobilière, un risque calculé, évident pour ce féru des mathématiques qui a su mener son bureau d'études et s'entourer de compétences multiples. Elle est ingénieure, elle est de Sainte-Lucie. Elle est de Sainte-Lucie, ingénieure, ayant fait ses études à Cuba. Moi, quand je suis rentré en Guadeloupe, pour moi, tout le temps, j'ai toujours eu qu'une seule devise. Développons ce pays-là et donnons-nous le maximum d'autonomie. Et quand je dis j'ai trouvé des faux fondements indépendantistes, je considère qu'il y a ce que j'appelle l'indépendance politique, l'indépendance économique, l'indépendance sociale, et je vais même plus loin, l'indépendance ethnique. Harry Ancelade projette de se retirer petit à petit des affaires, place aux jeunes. Je trouve tout à fait naturel qu'aujourd'hui, que l'expérience qu'on a, qu'on le transmette, mais qu'on laisse faire aux jeunes. Je suis d'avis que le jeune devrait être plus performant avec de nouvelles technologies, etc. Être plus sous la nouvelle génération de tout en termes de technologie que nous. Je ne prendrai jamais la retraite réellement. Mais je pense que je ferai toujours un petit programme immobilier. Pourquoi? Parce que c'est intéressant. Quand je fais un programme immobilier, je le prends à la base. Donc depuis les premiers coups de crayon, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a toute une programmation. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Et donc ça, j'aime ça. Harry Ancelade, le combattant au franc-parler, est toujours là. Continuité à trier soudé là, et on va mettre 4 fers là, et on va marier avec là. Mais oui, c'est en acier de chez la jouet. Reportage de Nathalie Zidane et de Maurice Dexter. On vient de vous voir dans vos œuvres de bétonneur. Donc c'est pour ça que vous plaidiez tout à l'heure pour continuer à bétonner la Guadeloupe? Non. D'ailleurs, je vous signale que quand je suis arrivé ici, j'étais le premier à dire que les dalles anticyclones, il fallait les remplacer par de bonnes charpentes de bois. Donc, c'est pas parce que je fais du béton que je dis du béton partout. Parce qu'au fur et à mesure, on est venu au charpente de bois. Alors, il est vrai que Hugo a replongé tout le monde dans la dalle anticyclone parce qu'effectivement... Mais vous étiez déjà là avant Hugo, donc vous êtes aussi responsable de ce qui avait été fait. Toutes ces maisons qui ont explosé, qui n'ont pas tenu les vents à 280 km. Les ingénieurs avaient oublié, des concepteurs comme vous, qu'il y avait des vents qui pouvaient souffler à 280 km, 313 km/h dans notre région. Ah, je peux vous répondre. J'ai fait des logements même à 40 000 francs. J'ai fait des logements à 40 000 francs l'unité à Petit Canal. 40 000 francs. Ça veut dire 6 000 euros à l'époque. 6 000 euros. Eh bien, 40 logements, Sainte-Amélie. Allez à Petit Canal, interrogez les gens de Sainte-Amélie et ils vous diront que ces maisons-là, qui ont coûté 40 000 francs, il n'y a pas une seule tôle de tordu. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans un pays? Vous avez dit, il y a les risques sismiques, cycloniques, volcaniques aussi. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut penser l'aménagement? C'est quelque chose qui se pense à 30 ans, à peu près. Déjà, l'aménagement. Bon, maintenant, au niveau technologie, on a pas mal de choses, parce que chaque commune aujourd'hui a son plan, son plan de sécurité, les problèmes d'inondation. Les zones d'inondation sont sur le plan local d'urbanisme. Donc, on doit savoir, quand on a un terrain, quels sont les risques. Si c'est sous une faille au niveau tremblement de terre, si c'est inondable, etc. Donc, il y a au moins ce genre de choses qui permettent d'inondations et l'effondrement de Blonde qui récemment, en 2004, en avril 2004, tout est mal pensé au fait dans Non, je ne dirais pas ça comme ça. On ne dirait pas ça comme ça. La nature aime aussi faire des siennes. Mais par contre, ce que je dis, on a amélioré énormément les possibilités de mieux préparer une opération. C'est vrai. Bon, l'accident arrive. Je pouvais avoir exceptionnellement des pluies vraiment exceptionnelles, et auquel cas, ce n'est pas dans les calculs. Parce que vous savez, quand on fait des calculs, par exemple pour les inondations, on calcule à 5 ans, à 10 ans, à 50 ans, à 100 ans. On se dit on se met à l'abri sur une périodicité de 30 ans. Mais je trouve que ça devient de plus en plus extrême. Bon, un tremblement de terre, c'est pareil. En conception, si vous faites un projet alors, je vais répondre à quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais vous savez que quand on fait des bâtiments administratifs, on fait des concours. Les concours sont européens. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous... Mais on prend les meilleurs sous quelle base? Sous la base du rendu architectural. Et le CHU, j'ai été victime d'une injustice à ce niveau-là qui m'a choqué. Le CHU qu'on va faire. C'est-à-dire quelle injustice? Celui qu'on doit faire. Quelle injustice? Parce que imaginez qu'il y a 20 concours. Nous, on a retenu 3 équipes. Déjà, la nôtre a été retenue très difficilement.
Parce que les gens de ces choses-là sont toujours assez préparés. On sait déjà qui on veut pas. Enfin, c'est toujours ça. Et c'est là que je trouve que c'est le drame. Parce Mauvais que perdant, les dégâts après, pardon. Mauvais perdant? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous ne pouvez pas dire que les autres, ceux qui ont été retenus, étaient meilleurs? Alors, je vous dis pouvez pas dire cela? Non, je vous dis une chose que je dirai toujours. Je vous pose une question simple. Non, mais je vous réponds simplement. Vous pouvez dire que ceux qui ont été retenus je vous répondrai, mais je vous répondrai sans problème. Oui. Le projet qu'ils ont présenté en termes de finition, en aspect, était bien. Non, mais pas meilleur. Non, était meilleur. Non, mais était meilleur. Mais attendez, mais était meilleur. Mais par contre, je vais vous donner quelque chose qui est vérifiable à tout moment. Demandez aux gens du jury de vous donner le rapport de Socotec sur l'analyse sismique des 3 projets. Vous voyez ce qui est écrit? Il est écrit que le maître d'ouvrage doit faire attention à 2 projets qui ne sont pas parasismiques. Et ce sont les 2 autres. Et donc celui qui a gagné. Donc le projet, vous dites que le projet, c'est important ce que vous dites. Je vous dis que le projet d'hôpital qui a été retenu, il n'était pas aux normes. Il n'était pas. Alors maintenant, non mais c'était un concours. Oui. Mais il ne l'était pas. Et d'ailleurs, il y a un élu, maire, et je lui ai dit, parce que je n'ai pas aimé, parce qu'il s'est moqué de notre projet en disant on a fait des blocs de 35 mètres, à la rigueur, il va être sur un joint pour opérer. Alors ça, je trouve ça lamentable, et ça, je le lui ai dit, donc je suis à l'aise de vous le répéter. Je trouve ça lamentable. Sauf que, quand je lui ai dit, vous avez un bâtiment qui a gagné qui fait 85 mètres, il me dit, on va le couper. Je dis, attends, ils ont critiqué tant nous qui a fait 35 mètres, après ils ont dit, la réponse, c'est qu'ils auraient coupé ta 85 mètres là. C'est ça que je n'aime pas. Pour ça, c'est du lobbying. Et je vous dis une chose, je le dis ici, là. Si ce n'était pas parce que je suis guadeloupéen et l'hôpital de Guadeloupe m'intéresse, j'aurais porté plainte sur ce concours-là et j'aurais fait annuler et refaire le concours. Mais on aurait perdu l'hôpital. Je préfère la Guadeloupe à Ariancelade. Donc, vous pensez que les autres sont mauvais et pas... Non, je n'ai pas dit ça. Je pense qu'il y a chacun... je retiens du développement en tout cas, sur le problème sismique, je retiens qu'effectivement, Socotec a dit il y a 2 projets qui n'étaient pas conformes au niveau sismique. Alors, question aménagement, il y a encore une... Je voulais vous poser une question sur une structure qui est apparue récemment, c'est le Memorial Act. Est-ce qu'il est bien placé? Alors, là où il se trouve? Alors, on parle sociologie, on parle technique. Je parle technique, parce je vous dirais que le cyclone, un exemple simple, le cyclone de 1928, il est passé dans la rivière Salée, et un cyclone peut passer avec une élévation de 6 mètres du niveau de la mer. Alors, si nous prenons ça, nous dirons qu'il faut enlever Pointe-à-Pitre, parce qu'on a construit, alors on est mal barré à Pointe-à-Pitre. Mais en 1928, mais ça, on l'a fait. Il y a eu 3000 morts dans cette zone. Mais Pointe-à-Pitre, nous, pour faire parce qu'on a été on est sur le Memorial Act, notre bureau d'études, et on a été aussi sur la rénovation urbaine, là, sur l'ancien stade. La question est simple. Est-ce que le Memorial Act est bien placé? Est-ce qu'on a privilégié l'intérêt historique du site que la réalité, au fait qu'un jour, cela posera un problème, peut-être? C'est possible. Mais par contre, c'est pour ça que je dis, ça dépend de sous quelles conditions. Je trouve que le Memorial Act, parce qu'il est là, au niveau touristique, au niveau... c'est bien. Mais au niveau risque, mais je vous dis Pointe-à-Pitre, mais en aménagement, Pointe-à-Pitre est risqué parce que quand on prend les quais, le niveau, on a fait faire une étude en cas de houle, et bien effectivement, ça monte de 2 mètres. Il y a plein de maisons qui auront 2 mètres d'eau. Bon. Mais ça, c'est une réalité. Mais vous savez, souvent, on s'adapte à des situations qu'on a faites il y a très longtemps. Pointe-à-Pitre, c'est Pointe-à-Pitre. Moi, vous savez, quand je suis arrivé ici, la première remarque que j'ai faite, quand j'ai compris qu'on était en train de faire des bâtiments dans tout Pointe-à-Pitre, Louis VI et tout ça, et quand j'ai vu le prix qu'on payait, les pieux de 30 mètres, mais je disais, mais pourquoi on construit là? On n'a qu'à se déplacer de 25-30 mètres, rentrer dans 2-3 km dans Cancran, enfin, dans toute la zone abîme, et ça coûtait beaucoup moins cher. Et on aurait fait beaucoup de logements de plus. Mais là, nous parlons de politique. Pointe-à-Pitre, Abîme. Alors là, je pense pas que je vais apprendre à Jacques Canal. Pourquoi on a construit Pointe-à-Pitre et pas Abîme? Parce que nous ne savons pas faire privilégier les intérêts. C'est pour ça que la dernière fois, je disais, créons la Guadeloupe en 8 zones ou en 6 zones, mais arrêtons ces petites communes, etc. et tous ces conflits. Donc pour vous, mais c'est ce qu'on a commencé à faire avec les communautés d'agglomération. Alors ça, par contre, le système français est bien gentil. On n'enlève rien, on ajoute. Écoutez, quand vous réformez. Si Haussmann n'avait pas fait ce qu'il fallait faire, qu'est-ce que serait Paris aujourd'hui? Il y a un moment, quand vous faites de l'aménagement, il faut assumer. Si vous voulez plaire à tout le monde, ce n'est pas possible. Si vous ne pouvez jamais rien changer, ce n'est pas possible. L'aménagement exige un moment de prendre des décisions. Bon, il faut savoir les prendre. On ne les prend pas. La France, écoutez, on parle depuis longtemps que le code de droit, alors quand on code de droit, ne parlons pas, mais on parle depuis longtemps du droit français. Vous avez des textes napoléoniens dans le code français. Bon, on parle depuis longtemps de ça.
Mais il est grand temps de changer. Mais on rajoute, on n'enlève jamais. Alors, quant à la gestion du territoire, c'est une catastrophe. Les petites communes 500 habitants n'ont plus de raison d'être. Alors, finalement, on dit on enlève les hôpitaux dans des endroits, on enlève ceci, on enlève ça, mais on laisse le principe. Non, il faut arrêter et mettre, effectivement, au lieu de dire on regroupe les gens en disant on garde les mairies, on fait des regroupements de communes, ben, si vous on enlève tout ça et on fait autre Ariane chose. Slade, elle est toujours sagement assise, toujours attentive, prenant note de ce que vous n'avez pas dit ou pas voulu dire. Voici venue l'heure de vous livrer à la sagacité de Karen Brun, de Nouvelle Semaine. Ah ben très bien, ça serait un plaisir. Alors bonjour Karen. Bonsoir Karen. Bonsoir Jacques. Ça va? Ça va bien. La semaine s'est bien passée? Jusqu'ici, ça va. Vous connaissiez M. Ancelade avant? Oui, on s'était rencontrés, notamment sur ce plateau, lors du deuxième tour de l'élection régionale. Alors, vous avez sans doute beaucoup de questions à lui poser. Quelques-unes, en effet. Bonsoir, Monsieur Ancelade. Est-ce que vous avez déjà vos places pour la Coupe Davis ce week-end? Non. Non. Est-ce qu'il fallait, la région a eu raison finalement d'accepter de l'organiser en Guadeloupe? Ça, là, vous me posez une très bonne question. Est-ce que c'est normal qu'une collectivité finance l'organisation d'un tel événement? Ça nous a coûté officiellement 3,2, voire 3,5 millions d'euros, ça risque d'être plus. Vous savez que, bon, j'écoute beaucoup de choses là-dessus. Mon point de vue, il y a des moments où on doit s'investir, et la région, on doit avoir de l'investissement collectif pour faire avancer les choses. Donc ça, pour moi, ce n'est pas le principe qui me choque. Mais par contre, ce qui me choque des fois, c'est qu'on fait de l'investissement alors qu'on n'a pas préparé le terrain pour en profiter. Alors, moi, je vous dis un truc. Ces 3,5 millions ne me choquent pas. Ce qui me choque, c'est qu'on est en train de perdre toutes les chambres d'hôtel ici. Alors, je me dis, quand on va faire ce genre de choses, on n'aura plus à pouvoir loger les gens, et loger les touristes. Donc, ça n'a pas de sens. L'aménagement du territoire me pose problème parce qu'on est en train, tous les pays qui sont censés faire un développement touristique sont en train d'augmenter leur nombre de chambres et nous faisons disparaître notre nombre de chambres. Donc, ça veut dire que la société guadeloupéenne a un problème profond à résoudre et qui sera irréversible. Quand vous laissez tomber des chambres d'hôtel, c'est fini. Ça ne revient plus en arrière. Et les sites ne sont pas illimités. Donc les bons sites de la Guadeloupe, tous les sites. Alors maintenant, c'est les gîtes. Alors là encore, voilà le problème. Nous avons mis le monde à l'envers. Au moment où le tourisme aurait dû prendre de l'ampleur et devenir plus gros, nous revenons à un tourisme de gîte. Eh bien, en 84-85, je disais, il faut faire un tourisme adapté à la mentalité guadeloupéenne. Il faut que le Guadeloupéen soit patron de son hôtel. Et vu qu'il y avait la défiscalisation, j'avais à l'époque pensé à un montage. C'est qu'on faisait de la défisque, des investisseurs investissaient, mais que les gens savaient qu'après, ils deviendraient propriétaires. On faisait des îlots avec des équipements collectifs. Et on faisait une sorte de copropriété, gérer l'équipement collectif, mais chaque famille avait 10 bungalows. Et ça ne peut pas être aujourd'hui dans l'air du temps, ce type de projet. Donc pour moi, on partait de ça et on développait le tourisme en faisant des hôtels. On a fait l'inverse, parce qu'on a fait, les autres ont fait. On a fait de la défisque, on a fait du financement. On a fait des gros hôtels, ça c'est tout cassé la figure. Et maintenant, tout le monde est chez l'habitant. Donc là, aujourd'hui, touristiquement parlant, on est à côté de la plaque. On est à côté de la plaque. Et c'est malheureux parce qu'on est à côté de la plaque au moment où tout le monde nous regarde. Et tout le monde aurait bien aimé être en Guadeloupe pour diverses raisons. Parce qu'avec ce qui se passe dans le monde, les Arabes ont décidé de se tirer une balle dans le pied. Aujourd'hui, eh bien, on a des opportunités extraordinaires, mais on n'a pas de réponse. Alors qu'on a une île extraordinaire pour ça. Alors on va revenir sur l'aménagement du territoire. Vous avez construit pas mal de hangars. Est-ce que, architecturalement parlant, trop de hangars ne tue pas le hangar en Guadeloupe? Vous savez, il y a un immeuble pas loin de vous qui s'appelle l'immeuble Ariane Slade. Vous savez pourquoi ça s'est fait? On était venu me voir en tant qu'entrepreneur, en tant que bureau d'études, pour faire l'étude de la charpente métallique. Et vu que j'avais une entreprise de charpente métallique, c'était pour faire la charpente métallique. C'était un hangar. J'ai refusé de le faire. Ça a traîné un mois, mais je me suis fait engueuler et on m'a dit que ce n'était pas sérieux parce que je ne donnais pas. Et vous savez qui c'est qui allait faire ça? Monsieur Lafage, qui faisait les glaces. Et il me disait, mais c'est uniquement un mettre coco pour faire glace. Il ne peut pas faire autre chose. Et je lui dis que c'est dommage. Welbourg va être les Champs-Élysées de Jarry. J'ai dit ça en étant en 88, 87, 88. C'est pas vraiment les Champs-Élysées. Non, mais quand j'ai dit l'activité, j'ai dit il faudrait arrêter de faire des hangars et essayer de donner une vitrine. Et à ce moment-là, il m'a dit, ouais, moi je ne sais pas faire. Et on s'était associés 50-50 pour faire l'immeuble en salle. Après, il a dit qu'il quitte la Guadeloupe, il en avait marre, les impôts le tuaient, tout le monde. Il est parti, j'ai tout racheté et j'ai fait l'immeuble. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire, ça aussi, en 88, c'était mon point de vue. Mais il faut savoir gérer du hangar. Mais ceci étant dit, je considère que pour une zone d'activité, on ne peut pas dire
Il y a des anciens bâtiments, mais on a fait pas mal d'efforts parce qu'il y a quand même de beaux bâtiments. Il y a des hangars, certes, mais il y en a quand même, il y a de beaux bâtiments. Sauf qu'aujourd'hui, Jarry n'est pas une zone d'activité industrielle, c'est une zone d'activité commerciale. Donc on s'attend à autre chose. Autre chose, bah oui, parce qu'on ne se dit pas, tiens, on va faire des magasins, on va se faire un bas de hangar. Tout à fait. Alors il ne faut pas oublier une chose, quand vous avez des grands magasins, de grandes surfaces, vous avez des meubles à mettre, des choses comme ça, il vous faut de grandes portées. On ne sait pas faire ça autrement qu'en métallique. Donc la notion... D'ailleurs, je vous dis même mieux, j'étais convaincu qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, la plupart de nos maisons seraient faites avec des structures métalliques. C'est pour ça que j'avais monté mon entreprise de charbon métallique. Mais ce n'était pas une politique française. Les États-Unis, en Floride, l'ont fait. Mais ce n'était pas une politique française. Et du coup, ça n'a pas pris ici. Alors que c'était la solution, parce que tout à l'heure, M. Gandval parlait de séisme, c'est la meilleure façon. C'était l'acier. On pouvait travailler des grandes portées, l'acier mieux adapté, etc. Mais bon, ça ne s'est pas fait comme ça. On a encore raté quelque chose. Alors, il fut un temps, vous étiez membre de l'UDE-MEDEF en Guadeloupe. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des 73 propositions que la FEDOM a formulées la semaine dernière? Ils veulent notamment réaliser l'égalité économique réelle. Ça vous paraît plausible? Je voulais que je vous il a dit au début que je ne suis plus dans tout ça. Je ne vous cacherai pas que... Quand vous êtes quand même pour le développement économique du pays. Je ne vais pas tirer sur les patrons, mais enfin, vous savez, moi, quand j'ai entendu l'autre fois, on a dit on va faire ceci, cela pour 1 million d'emplois. J'ai dit, mais vraiment, où les politiciens se moquent de nous, ils sont cons. Parce que je ne peux pas croire qu'ils croient le patron. Mais un patron, vous n'allez pas dire à un patron, je vous donne ceci, créer l'emploi. Un patron croit le plat parce qu'il en a besoin. Et je vous garantis que si ça lui coûtera moins cher de prendre un robot, il prendra un robot. Et vous allez faire tout ce que vous voudrez, il prendra un robot, parce que la culture d'un patron, c'est de créer de la richesse au moindre coût. Comme le rôle d'un ingénieur, c'est de construire en optimisant. Ne demandez pas à un patron de raisonner comme une assistante sociale. Et en France, c'est ce qui me choque. Ce n'est pas son boulot, il n'est pas assistant social. Il est là pour faire du pognon, il va faire du pognon. Donc, organisez le système. S'il a besoin de salariés, le lendemain, il va les chercher. Et croyez-moi, quand il n'en trouve pas, il les paye très cher. Alors, vous disiez tout à l'heure être content de la victoire d'Harry Chalus. Est-ce que vous lui faites confiance? Faites confiance à la nouvelle équipe en place pour développer le pays? Je vous dis une chose. Je fais confiance à Harry Chalus depuis le début, quand il a été élu maire. Et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Et j'avais même dit, on mettra sa photo dans le dictionnaire, en face de maire. Vous savez pourquoi? Il avait fait une chose qui m'a beaucoup plu. Il est arrivé au WTC, il a dit, messieurs les patrons, première chose, si dans ma commune, pour faire quelque chose, on commence par, un de mes collaborateurs commence par vous demander un dossier de table, vous me le signalez, je le vire tout de suite. Ça, pour moi, ça a été très important parce que je pourrais vous dire que j'ai beaucoup raté des opérations parce que j'ai refusé de payer des dossiers de table. Mais ce n'est pas la question. On vous a demandé, est-ce que vous lui faites confiance pour développer le pays? Mais vous savez une chose. Mais vous ne répondez pas à la question. Mais la première... Alors, je vous répondrai sur une chose simple. La première chose qui inspire confiance pour moi pour développer un pays, c'est quand un individu n'est pas là pour se remplir les poches et qu'il n'a pas de problème personnel dans sa tête. Harry Chalus n'en a pas. Ça veut dire quoi? Harry Chalus, il a une volonté de développer. Si demain matin, j'ai une bonne idée, je vais voir Harry Chalus, eh bien je sais qu'il va m'écouter parce que lui-même m'avait même mis dans un truc de quartier de Jarry, parce qu'il cherche des solutions, il écoute les gens, il cherche. Il ne dit pas qu'il a la science infuse, il n'a jamais eu cette prétention. Mais c'est un individu qui écoute. Et c'est un individu, quand il a entendu, quand il a compris, il est capable de mettre en œuvre. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant. Donc le politique peut être utile. Ah mais le politique est toujours utile. Vous disiez tout à l'heure que tout dépendait du politique. C'est vrai, vous disiez tout à l'heure que tout dépendait du politique et que par conséquent, on ne pouvait pas être libre. Mais... Ah oui, non, attendez, là on parlait de moi. Moi, depuis le début de ma vie, j'ai su que très tôt, il fallait que je m'organise pour être indépendant de beaucoup de choses. J'étais né guadeloupéen dans un pays colonisé, je ne me sentais pas dans mon assiette, dans ce système-là, donc je serais contre. Donc je savais déjà que j'allais avoir un État qui essaierait de m'allumer. Ensuite, la politique, j'ai vu comment fonctionne la Guadeloupe. Quand j'ai fini mes études, je suis arrivé, les 2 premières ou 3 premières fois que j'étais assis face à des politiques, j'ai compris que je ne pouvais pas investir mais facilement. Si elle a soulevé là, c'est une contradiction. Non. Et vous ne répondez pas à cette contradiction. Quelle contradiction? Alors, on reprend, j'ai mal compris. Vous avez dit que les politiques ne servaient à rien. Mais je n'ai pas dit que les politiques ne servaient à rien. Mais écoutez, je suis un mathématicien, chaque chose est précise dans ce que je dis. Non. Quand on dit... Mais si je vous dis... Non, c'est pas la même chose. Si je vous dis 5 n'est pas égal à 6, 5 n'est pas égal à 6, point trait. Non, mais le politique... Est-ce que le politique sauf qu'en mathématiques, on peut raisonner par l'option. Non, mais oui, j'adore les raisonnements. Vous donniez l'impression tout à l'heure d'avoir envie de vous affranchir du politique. Non. Alors, quand je dis non, de m'affranchir du pouvoir politique dans ma gestion personnelle. Vous savez une chose,
J'ai fait de l'entreprise, j'ai toujours limité très tôt le développement de l'entreprise. J'ai dit par exemple, j'augmente l'entreprise BTP, il ne faut pas dépasser 30 millions de francs de chiffre d'affaires. Pourquoi? Je disais, 30 millions de francs de chiffre d'affaires, je peux l'atteindre sans avoir à intervenir, à aller faire du lobbying, etc. Au-delà, je serai esclave. Et je n'en veux pas, je ne cours pas après l'argent. Ce que je dis, je l'ai vécu, je l'ai subi, j'ai perdu beaucoup d'argent. Vous n'avez pas tout à fait répondu aux questions de Karen. Mais vous voulez que je dise que la politique... Mais je ne peux pas dire que la politique ne sert à rien, parce que c'est pas ce que je pense. Elle ne va pas pouvoir vous relancer, c'est dommage, mais elle vous a posé des questions sérieuses. Mais non, vous n'allez pas me faire dire que la politique ne sert à rien, c'est parce que je pense qu'il faut bien organiser la société. Je ne suis pas anarchiste. D'accord. Je pense qu'il faut organiser. Là, il a répondu à ma question. Mais je ne suis pas anarchiste. Merci, Karen. Il faut organiser une société. Il faut des gens qui se mouillent pour l'organiser. On va la laisser partir tranquillement et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, Ariane Slade, maintenant, c'est l'heure des questions posées par les internautes. Vous avez droit à 3 questions. Aimez-vous voyager? C'est la première. Oui, oui. Non, vous savez, pas non, mais je dis oui, parce que toute ma vie, j'ai voyagé toujours pour le boulot. Donc le travail, le voyage a toujours représenté. Le plaisir, le loisir. J'avais pas le temps. Ma femme devait partir avec les enfants, souvent sans moi, parce que moi, il fallait que je bosse. Et j'ai beaucoup passé mon temps. Même pas un petit peu de bateau, parce que un peu de navigation. Oui, mais le bateau, c'est le dimanche. Mais ça, bon, le bateau, c'est le dimanche. Le dimanche, je vais faire une sortie. Vous n'allez pas loin. Mais en fait, ceci étant dit, j'ai voyagé quand même. Mais je dis, toujours avec une priorité de boulot. Auriez-vous pu vous engager en politique? Non. Voilà une grande question. Non. Mais alors si. attendez. Peut-être que vous avez essayé, ça n'a pas marché. Non, j'ai jamais essayé et je n'essaierai jamais. Mais je vous dis une chose, non, ça ne m'intéressait pas du tout, sauf, je me serais engagé en politique à une seule condition. La Guadeloupe soit devenue un pays indépendant et qu'on ait un problème de compétence, il n'y a pas suffisamment d'hommes. Vous seriez peut-être je me serais mouillé. Si ça se trouve. Mais peut-être, mais je me serais mouillé. Mais par contre, ce n'est pas l'objectif, ce n'était pas ça. Donc, vu que ça ne s'est pas passé comme ça, non, je n'avais aucune raison d'aller le faire parce que ce serait un sacrifice. Pour moi, aller en politique, c'est un sacrifice, ça ne correspond pas à mon caractère. 3e et dernière question des internautes. La question va arriver. Qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui? C'est triste à dire. Hein? Rien. Mais moi, je vous écoute. Mais oui, mais je veux dire aujourd'hui, vous êtes blasé? Qu'est-ce qui me motive? Mais est-ce que je suis motivé aujourd'hui? Mais je sais. Mais oui, parce que moi, aujourd'hui, bon, vous savez, il faut faire tourner là où on est là, ça tourne naturellement. Mais ce n'est pas Ariane Slade d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, je regarde, pessimiste. Vous savez, j'ai été papy, j'ai eu une petite fille il y a 3-4 mois. Et c'est vrai que ça m'a changé. Je me suis dit, oh là là, voilà, je suis reparti encore. Parce que du coup, j'ai commencé à penser à l'avenir. J'ai commencé à me dire, bon, l'avenir, hein, moi, je vais mourir, on laisse courir, et puis c'est tout, parce que je ne vois pas, les choses s'éclaircir devant moi. Mais j'ai une petite fille. Donc, c'est une responsabilité, quelque part. Qu'on le veuille ou non, c'est une responsabilité. Et c'est vrai que... Et ça vous a remotivé, puisque c'était la question. En tout cas, ça m'a remis dans de la programmation, à dire qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et du coup, je me réalisais que, alors que je me retirais, je suis encore à nouveau en train de penser programmation des choses, etc. Mais je pense, malgré cela, que je ne ferai pas ce que j'ai fait avant, mais j'apporterai un maximum de Merci beaucoup, Ariane Slade, d'être venu nous apporter votre contribution et d'avoir discuté avec nous ce soir dans Réponse. On se retrouve, merci également à Karen Diama et à toute l'équipe technique. On se retrouve mardi prochain pour une prochaine édition. Karen Brun, que j'ai confondu avec Karen Diama. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Réponse mardi prochain. Bonsoir. Bonsoir.